Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, nous allons parler de comment vos vies antérieures influencent votre incarnation actuelle. À l'occasion de cet épisode à thème, et parce que les délais pour réserver une consultation en ma compagnie se sont allongés et sont actuellement de plusieurs mois, j'ai décidé de vous reproposer des soins collectifs. Ces soins collectifs ont pour particularité de développer vos propres perceptions et votre propre connexion à l'invisible. Bien évidemment, vous serez guidé du début à la fin de cette séance et vous aurez également accès à la fois à des enseignements concernant les vies antérieures, mais aussi à un compte-rendu complet de toute la séance pour pouvoir ajouter à vos propres visions et à votre propre travail subtil pendant cette séance mes visions et les enseignements que j'aurai retirés de cette séance. Je vous donne donc rendez-vous pour le soin collectif Vies antérieures le 13 novembre à partir de 20h. Un groupe WhatsApp sera créé à l'occasion de cette séance de soins. Le tarif est de 25 € par personne et si vous voulez réserver votre place, rendez-vous dans la description de cet épisode ou sur mon site internet www.nouvellevibration.com dans l'onglet formation, puis soins collectifs Vies antérieures. Je vous remercie déjà de toutes vos inscriptions et j'ai hâte de vous retrouver le 13 novembre. Le 3 mars 2025, je vous publiais un épisode sur les fondements de la conception de vie antérieure. Cet épisode nommé « Connaître vos vies antérieures » m'a permis de poser les bases de ce que représentent ces vies antérieures, de la manière dont elles se proposent, mais aussi comment on peut connaître et connecter à ces vies antérieures. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce que j'ai pu retirer de nombreuses séances en votre compagnie, et notamment des séances durant lesquelles m'ont été montrées vos vies antérieures et l'impact qu'elles avaient sur votre chemin actuel. Parce qu'il existe pléthore de soins, d'accompagnement qui vantent les mérites de reconnecter avec des vies antérieures. Mais finalement, à quoi est-ce que cela sert ? Est-ce que c'est toujours juste ? Et surtout, de quelle manière nous pouvons ressentir, vivre et incarner d'une certaine façon ces mémoires qui sont toujours présentes dans une part inconsciente de notre personne et qui parfois peuvent avoir un très grand impact sur notre qualité de vie. Aujourd'hui, je vais vous partager à la fois ce que je perçois de l'impact de ces vies antérieures sur notre chemin actuel, mais aussi je vais vous partager quelques exemples qui auront été préservés en changeant quelques éléments d'identité pour pouvoir préserver les personnes qui sont concernées par ces histoires, mais le but étant que je puisse vous partager un vécu, une expérience avec des cas concrets et que vous puissiez peut-être mieux comprendre en quoi ces vies antérieures sont toujours vivantes en nous aujourd'hui, en tout cas certaines d'entre elles, et de quelle manière aussi nous pouvons soulager leur impact au quotidien. Je crois que nous avons encore un beau programme devant nous, alors je vous dis bienvenue dans cet épisode « Comment vos vies antérieures influencent votre incarnation actuelle ». Très vite, dans les séances que je proposais aux personnes qui me consultaient, me venaient des images et des scénarios qui semblaient venir d'un autre temps. Il s'agissait parfois de courtes visions de quelques secondes qui me montraient précisément des environnements, des protagonistes avec des visages très précis et tout un tas d'informations et d'indications pour contextualiser cette vision et comprendre ce qu'elle signifiait d'une manière globale sur toute une incarnation.
Au départ, je n'ai pas vraiment compris qu'il s'agissait de vie passée. Je pensais qu'il s'agissait avant tout de symbolique et que c'était quelque chose que je devais transmettre d'un point de vue symbolique. Et puis, n'étant pas très férue d'histoire à l'époque et n'étant pas très cultivée de ce point de vue-là, je me suis rendu compte qu'il m'était donné des détails de temporalité et de géographie qui, une fois vérification faite sur des supports adaptés, eh bien je constatais que ces éléments d'histoire étaient très précis, très contextualisés et que potentiellement ils avaient pu exister dans la temporalité qui m'était donnée, à l'endroit même qui m'était précisé. J'ai commencé à comprendre et à considérer que ces images n'étaient pas seulement symboliques, même si elles le sont parfois, mais que certaines d'entre elles se trouvent être de véritables mémoires portées par les personnes qui viennent me consulter. Et que ces mémoires ne m'étaient pas présentées par hasard. Elles m'étaient montrées parce qu'elles étaient toujours très actives chez la personne, et finalement, je constate aujourd'hui que ces mémoires viennent même en support d'angoisse, de questionnements existentiels ou de décisions prises avec des éléments de contexte bien actuels. Mais néanmoins, malgré un contexte actuel et une certaine logique à ce que la personne vive ce qu'elle vit aujourd'hui, ces mémoires bien actives viennent renforcer certaines tendances, viennent renforcer certaines formes d'anxiété, certaines formes de questionnement, et donc peuvent parfois altérer la qualité de vie, la manière dont la personne se sent, ou accentuer certaines sensations de blocage dans la vie actuelle. L'incarnation sur Terre reste un apprentissage à part entière. Le fait de vivre des expériences qui se suivent, de vivre des vies qui se suivent en termes de temporalité et qui se complètent en termes de moralité, a tout son intérêt dans l'apprentissage de la sagesse et de la prise de recul par rapport à des expériences de vie parfois intenses. Vivre plusieurs fois le même scénario n'a pas pour but de faire souffrir l'âme à répétition. Vivre le même scénario ou un scénario similaire sur plusieurs vies a tout son intérêt dans l'apprentissage d'une prise de décision, d'une prise de position, mais aussi peut-être dans la mobilisation de ressources pour pallier un certain inconfort et trouver une forme d'inventivité dans notre manière d'appréhender ces événements parfois difficiles. L'objectif étant, à l'issue, de trouver la paix et de développer une intelligence qui permette parfois d'éviter certains écueils. Tout ça est une question d'apprentissage. Tout comme pour maîtriser un art, nous avons besoin de le répéter et de le vivre encore et encore jusqu'à atteindre l'excellence, l'expérience humaine est tout à fait similaire. Vivre plusieurs fois le même scénario, la même difficulté, a pour but de nous permettre de maîtriser à la fois nos outils émotionnels, nos outils intellectuels et apprendre à connecter au corps pour comprendre les messages subliminaux qu'il nous envoie. Comme je vous le disais, je perçois assez régulièrement durant les séances des visions sur les vies antérieures des personnes qui me consultent. Alors, lorsqu'une vie antérieure se présente, elle se présente toujours sous la forme d'images bien précises avec un contexte historique généralement assez précis et potentiellement un contexte géographique plus ou moins précis. Seules les vies antérieures qui sont encore très vivantes et très actives dans un contexte actuel ne vont se présenter. Et je ne vais pas percevoir des vies antérieures à chaque séance. Vous ne pouvez pas me consulter avec dans l'idée que je perçoive absolument une vie antérieure. Je ne percevrai pendant cette séance que ce qui est juste. Et parfois, effectivement, nous devrons aborder certaines mémoires passées pour pouvoir comprendre votre contexte actuel. Ce qui est intéressant et que j'ai pu découvrir au fil des consultations et au fil des années d'expérience, c'est qu'un contexte qui m'est montré en vision et qui représente une mémoire passée trouve énormément de similitudes avec le contexte de vie actuel. Et c'est là que je constate qu'en séance ne me sont pas montrées les vies qui n'ont aucun intérêt et qui ne serviront pas votre contexte présent. Pourquoi ? Parce que d'aller chercher une mémoire simplement pour le plaisir de la curiosité et de découvrir quelque chose sur soi-même
n'a pas d'intérêt. Non seulement ça peut réveiller des choses dont vous n'avez pas besoin, mais surtout, la quête de soi doit servir l'évolution de la conscience et de l'esprit. Donc, les séances doivent servir à cela exclusivement. Aussi, lorsqu'une personne vient en consultation avec une demande spécifique qui concerne un contexte de vie, une anxiété chronique visée sur quelque chose de précis, que ce soit des questionnements existentiels ou des difficultés de mise en place dans la vie actuelle, il y a parfois effectivement une explication qui n'est pas la seule explication, mais qui vient en tout cas renforcer l'idée qu'aujourd'hui la personne vit cela et que ce n'est pas la première fois qu'elle le vit. Aussi, le fait de l'identifier en séance va permettre de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que ce cycle répétitif ou cette expérience inconfortable ne se produise plus et surtout que la personne concernée puisse monopoliser toutes les ressources qu'elle a en sa possession pour mettre fin à ce scénario inconfortable. Je me souviens notamment de cette consultation qui a eu lieu il y a quelques années de ça, peut-être 5 ans. Lors de cette consultation, j'ai affaire à une jeune femme d'environ 25-30 ans qui me consulte suite à une opération du nez qui a été ratée. À cause de cette opération, il y a des complications dans sa vie quotidienne qui font qu'elle a besoin d'aide. Le fait est qu'on est sur une complication post-opératoire qui ne me permet pas, moi, de faire quoi que ce soit réellement, puisque là, on est sur une problématique qui implique la morphologie du corps, donc ce qui n'est absolument pas modifiable d'un point de vue subtil. Néanmoins, je comprends durant cette séance qu'il y a une sorte de scénario qui se rejoue et qui a déjà été vécu par la personne auparavant. Un scénario qui dépasse de loin la seule problématique de l'opération du visage. Aussi, pendant la séance, alors même que je n'ai pas nécessairement de contexte de poser par rapport à cette demande très précise, on me montre des images particulières. Je vois un scénario d'une jeune femme dans les années 40 qui vit un traumatisme, une altercation avec quelqu'un qui la marque profondément, et puis on me montre la suite. La dépression qui s'ensuit, le désarroi de la famille vis-à-vis de cette dépression, et le grand-père qui décide de l'interner de force et de demander pour elle une leucotomie préfrontale que l'on appelle communément lobotomie. De ce que je comprends, cette expérience de vie a provoqué ensuite une perte complète d'autonomie et une grande difficulté, évidemment, dans tout le reste de son existence. Ce que je comprends en lui communiquant cette part de son histoire karmique, c'est qu'effectivement, il y a des éléments qui sont très concordants. Notamment la dépression profonde, le fait qu'elle ait été forcée à son opération du visage par son père, et que cela l'ait finalement menée à un état d'être psychologique qui ne lui est pas permis par la suite, ou jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette année de ses 30 ans, d'être complètement autonome. On voit là qu'il y a un scénario qui se rejoue, c'est-à-dire que d'une image première, la personne me dit « Ah, mais ça me parle !» Et dans ce scénario qui est vécu une première fois dans une vie précédente et qui se reproduit d'ailleurs généralement très peu d'années, très peu de décennies après, c'est-à-dire que si cette vie a eu lieu dans les années 40 et que la personne est née dans les années 90, il y a finalement assez peu de décennies qui se déroulent ou qui se sont passées entre les deux en termes de temporalité terrestre. À mon sens, le premier scénario de vie est souvent vécu avec une très forte intensité et cette vie-là, à mon sens, concerne l'apprentissage des émotions et de la première appréhension d'un scénario de ce type. La deuxième vie, elle, est généralement vécue avec beaucoup moins d'intensité et il me semble que ce deuxième essai concerne plutôt la quête de sagesse, la compréhension avec beaucoup plus de recul de ce qui est vécu, avec la possibilité donc de pouvoir agir sur ce mécanisme et de prendre des décisions, peut-être pour réorienter le chemin qui est en train d'être emprunté. D'une certaine façon, la première existence nous soumet à une forme de destin immuable, tandis que la deuxième nous donne un peu plus d'écart et un peu plus de potentiel, de libre arbitre et de possibilité de changer cette partie du scénario. Parce que ce qui a été intéressant à l'issue de cette séance,
Et bien évidemment, ça n'était pas la seule information, il y avait tout un contexte derrière. C'est que la personne concernée, qui se sentait complètement bloquée dans ce scénario de vie, a pu mettre en place des choses par la suite qui ont complètement amélioré ses conditions de vie et dans sa manière d'envisager son avenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces scénarios qui se répètent peuvent aussi concerner des vies partagées, des vies que l'on va reproduire avec la même âme incarnée qui ne va pas se présenter nécessairement sous la même forme, le même contexte, frère, sœur, père, mère, cousin, cousine, ami, collègue, voisin. Mais dans un cas précis d'une séance que j'ai pu expérimenter, il y a eu la reproduction du même statut, du même lien et finalement du même élément de séparation. Une maman me consulte parce qu'elle se pose des questions par rapport à sa propre existence et elle me glisse un mot me disant que 2 de ses fils, qui étaient autrefois très proches lors de leur première dizaine, sont aujourd'hui relativement fâchés et ont beaucoup de mal à s'entendre l'un avec l'autre, jusqu'à ne plus se supporter, ne plus se voir et ne plus se parler. Elle trouve ça extrêmement étonnant, elle ne comprend pas la situation, elle ne sait pas comment la résoudre, et donc elle me demande de l'aide. Et tout de suite, on me plonge dans le contexte d'une mémoire karmique de ces 2 frères qui se sont déjà incarnés en tant que frères dans une expérience précédente. Alors on me montre le contexte d'un village de pêcheurs sur une petite île, une archipel. Je vois que dans ce contexte, les 2 frères sont pêcheurs et ils sont au bord d'une plage en train de pêcher ensemble, de rire, de chahuter. En soi, 2 frères ensemble qui sont en train de pêcher leur dîner du soir. Mais l'élément intéressant, c'est que malgré le fait qu'ils soient dans un village de pêcheurs et que leur culture mette la pêche au centre de ce qui fait l'identité de leur population, eh bien ils ne savent pas nager. Et donc, m'est montrée cette scène qui ne dure que quelques secondes, durant laquelle je vois les 2 frères rire ensemble dans leur embarcation, et l'un d'eux se lève pour faire une sorte de gestuelle, un geste rigolo, une imitation, quelque chose que je ne comprends pas vraiment en voyant cette scène, mais ce que je perçois, c'est qu'à ce moment-là, le jeune homme perd l'équilibre, tombe, se cogne la tête sur le bord de l'embarcation et finit dans l'eau. Ils sont certes au bord de la plage, ou en tout cas pas très loin, mais suffisamment profond pour que le deuxième, qui ne sait pas nager non plus, ne puisse pas venir le chercher. On me montre alors que ce premier garçon perd la vie, l'un des frères perd la vie, le deuxième se retrouve tout seul, avec la culpabilité de ne pas avoir pu le sauver. Et on m'explique, dans ce contexte, que c'est cet élément-là, de la blessure et de la mort, qui les ont séparés. Je communique ça à la maman en lui disant que c'est ce qui m'a été montré à propos de la relation et du lien qu'entretiennent ces 2 fils. Et à ce moment-là, elle me confie qu'en réalité, il y a eu un événement particulier dans la vie d'un de ses fils actuels qui est tout à fait concordant avec ce que j'ai pu percevoir. Elle m'explique alors que l'un de ses fils, il y a quelques années, aux alentours de sa dizaine, s'est cogné la tête en faisant une chute dans la cour de récréation et que cette chute a provoqué une commotion cérébrale qui a failli coûter la vie à l'un de ses fils. Et que finalement, maintenant qu'elle y repense, c'est globalement après cet accident et après cette frayeur que toute la famille a eue de perdre l'un des enfants, l'un des fils, l'un des frères, que les liens se sont détériorés entre ces 2 fils. Ce qui est intéressant dans ce type de mémoire, c'est que, certes, on ne peut pas prouver, on ne peut pas valider ou invalider une information qui est considérée comme étant karmique. Mais généralement, lorsqu'elle touche exactement là où elle doit toucher, lorsqu'elle est d'une précision qui ne laisse aucun doute sur sa probable véracité, on se rend compte que, sans qu'il n'y ait de mise en place particulière d'initié par la personne concernée, le simple fait de se rappeler, de se remémorer ou de réavoir l'information karmique à l'esprit permet de désenclencher une dynamique qui était incontrôlable autrefois et qui aujourd'hui se trouve soulagée et permet de mettre fin à ce cycle vicieux. Parce que dans le cas de cette expérience des 2 frères qui étaient proches dans cette vie et qui se séparent après
un accident, ou en tout cas qui cesse de s'entendre après un accident de la tête, qui se retrouve être en connexion avec une mémoire karmique où l'un des deux frères s'est cogné la tête et est décédé noyé dans l'océan, il y avait finalement la réminiscence de la peur de se perdre, mais aussi de la rancœur d'avoir été abandonné, ainsi que de la culpabilité de ne rien avoir pu faire et de s'être senti impuissant. Dans ce cas, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit à changer à l'histoire, si ce n'est de comprendre que ce qui est vécu aujourd'hui comme un drame peut se transformer peut-être en une opportunité de ne pas avoir été séparés, mais au contraire de renforcer le lien entre les deux. Mais ces mémoires, elles peuvent aussi avoir une influence sur nos aspirations professionnelles et les choix que l'on fait dans notre expérience dans la société. Je me souviens notamment de cette consultation durant laquelle une femme me communique son désarroi par rapport à son chemin professionnel. Elle ne se sent pas vraiment à sa place, elle ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie et elle a l'impression que quelque chose lui manque, mais elle ne sait pas quoi. Et tout de suite, dans cette séance, on me plonge dans les États-Unis des années 1900-1910. On me montre la vie d'un homme qui est trader à cette époque et qui, en plein krach boursier, perd une quantité d'argent immense et se retrouve complètement moqué par ses pairs et finalement termine, ou en tout cas continue sa vie en étant déchu de sa posture de trader reconnu en qui on a confiance et que l'on considère comme étant une référence dans l'entreprise et qui termine ou en tout cas continue son expérience en n'ayant presque plus rien financièrement et en vivant un emploi sans grande promesse d'ambition. Je lui communique cette vision-là dans la séance et avec stupéfaction, la personne me répond que lorsqu'elle avait 4 ans, alors même qu'elle n'était pas issue d'une famille fortunée ou éduquée à la finance, eh bien, elle disait à ses parents que plus tard, elle voulait devenir trader et que finalement, personne n'avait réellement compris d'où est-ce qu'elle sortait ce terme et pourquoi est-ce qu'elle avait décidé que plus tard, elle voulait devenir trader. Il s'avère qu'une expérience, une vie karmique et des mémoires qui restent encore actives dans notre vie actuelle peuvent être exprimées de manière tout à fait exacte et précise dans l'enfance avant l'âge de 7 ans. Parce que ces vies commencent à se poser tranquillement pour former la personnalité de l'enfant au cours des premières années. Et au cours de ces premières années, ce sont les moments où l'enfant peut parler de ses vies d'avant, peut parler de ses aspirations des incarnations précédentes. Dans ce cas, cette information avait été globalement oubliée par la personne, mais en tant qu'enfant, elle ne l'avait pas oubliée. Et en séance, lorsque j'ai perçu cette réminiscence d'une incarnation en tant que trader américain dans les années 1900, eh bien elle s'est rappelée qu'étant petite, c'était une sorte d'anecdote rigolote qu'à 4 ans, elle souhaitait devenir trader. Ce qui m'avait été communiqué lors de cette séance-là était que son premier désir de réincarnation était justement de pouvoir terminer ce qui n'avait pas pu être terminé dans l'expérience de trader. Il y avait en elle la volonté de retrouver ce statut social et cette richesse qu'elle avait au début de sa précédente expérience. Mais, même si l'incarnation avait pu se faire avec ses motivations, l'intérêt réel de reproduire, ou en tout cas de vivre une nouvelle incarnation avec ce prisme-là d'encore très vivant, était justement qu'elle puisse choisir de réaliser professionnellement ce qui la portait intuitivement et ce qui était de l'ordre de ses envies profondes, et non pas de ce que sa tête pouvait lui dire, dans le sens de faire uniquement du profit. Mais j'ai aussi eu affaire à des mémoires d'autres types. Notamment, je me souviens de ce jeune homme d'à peu près 25 ans qui me contacte car il a la phobie de s'évanouir dans la rue. C'est très intéressant parce que lors de cette séance, la première chose qui m'est montrée, c'est une expérience de vie durant laquelle, dans sa vie précédente, qui était extrêmement récente puisque pour moi, elle avait lieu dans les années 80-90, je le vois en tant que jeune garçon qui a peut-être une dizaine d'années, qui fait un trajet à pied pour aller de l'école jusque chez lui et qui malheureusement se trouve au mauvais endroit au mauvais moment et se retrouve tué par une balle perdue et donc tombe en pleine rue et décède en pleine rue.
Alors là, j'avais déjà connaissance du fait que la phobie de ce jeune homme était née d'un malaise vagal qui avait eu lieu un jour, quelques mois auparavant, et qui avait déclenché le stress que ça ne se reproduise. Mais ce qui était étonnant, c'est que d'un malaise vagal qui peut paraître d'une certaine façon relativement ponctuel, non pas anodine mais ponctuel, dans le sens où effectivement c'est arrivé une fois mais ça ne signifie pas que ça arrivera 2 fois, notamment étant donné le contexte médical et toutes les recherches médicales qui ont été faites entre-temps. Néanmoins, malgré la ponctualité de cet événement, il s'est transformé en phobie qui faisait que ce jeune homme restait cloîtré chez lui, n'osait même plus sortir pour faire ses courses. Ici, je n'ai pas exprimé par cette vision d'une mémoire karmique d'éléments qui puissent permettre à la personne de se dire « Ah oui, effectivement, ça me parle, c'est concordant avec ce que je vis aujourd'hui », puisque j'avais déjà les informations et que globalement, cette mémoire, elle était assez cohérente avec ce que je savais déjà, même si les mises en place et la disposition étaient différentes. Néanmoins, là où la personne avait entrepris tout un suivi psychologique et médical auparavant qui ne permettait pas de mettre fin à ces angoisses, eh bien ces angoisses se sont presque complètement évanouies dans les mois qui ont suivi et le jeune homme a pu de nouveau sortir chez lui, a pu de nouveau faire ses courses, a pu de nouveau avoir une vie un minimum sociale. Alors, on est d'accord, il reste encore aujourd'hui un fond anxieux puisque ce n'est pas une mémoire ou un soin énergétique qui va régler tout le contexte, mais en tout cas, il y a eu un amoindrissement, un apaisement des symptômes qui a été assez spectaculaire cette fois-là. Et c'est bien tout l'intérêt de reconnecter à des mémoires et des mémoires qui sont encore très actives aujourd'hui, c'est justement de pouvoir trouver une piste de résolution au moins partielle à une problématique qui dure depuis longtemps et qui n'a pas trouvé d'autres résolutions, d'autres manières que ce soit. Comme je le disais, le but des séances de soins énergétiques et de médiumnité n'est pas de demander absolument à voir des vies antérieures. Lorsqu'elles se présentent, c'est qu'elles sont légitimes de se présenter. Le but étant de conscientiser une mémoire qui s'est cristallisée et qui est en train de se rejouer, même si elle se rejoue d'une manière inconsciente. Il est important de prendre conscience qu'une mémoire passée ne va pas être le seul élément ou la seule motivation à une réincarnation. Notre vie est toujours bien plus riche, bien plus complète et complexe, donc généralement, une vie, une expérience passée peut avoir une influence plus ou moins grande, mais pas exclusive sur ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai remarqué que le fait de revivre certains scénarios dans une deuxième expérience permet non seulement d'avoir déjà connaissance des réactions, même si c'est inconscient, des réactions et des influences que ça peut avoir sur le corps, l'esprit et les émotions, mais le fait de les revivre en étant quelqu'un d'autre permet aussi un meilleur recul sur ce qui est vécu, et donc de le vivre avec moins d'intensité. Parce que j'ai bien remarqué que lorsque je perçois dans vos vies actuelles des scénarios qui ont déjà été vécus dans une vie précédente, cette reproduction est bien moins intense aujourd'hui. Ce qui n'enlève pas la légitimité de la difficulté, de la tristesse, du désarroi dans lequel vous vous trouvez, mais dans tous les cas, c'est généralement un scénario moins intense. Le but n'étant pas que vous repartiez de cette séance avec simplement une jolie histoire qui vous est racontée mais que vous ne pouvez pas vérifier d'une manière ou d'une autre, mais plutôt de constater son effet bienfaisant par la suite. Même si d'expérience, dans 90 voire 95% des cas, il y a effectivement énormément de similitudes entre
le scénario qui m'est montré de cette vie passée et le scénario de la vie actuelle. C'est aussi ce qui finalement peut donner une certaine importance à ce qui est vu, à ce qui est perçu, mais surtout, pour moi, l'intérêt reste le mieux-être qui suit dans les semaines et les mois suivants. Alors, bien évidemment, et c'est un rappel qui est nécessaire, consulter un médium ou un énergéticien pour pouvoir recueillir des informations supplémentaires, c'est tout à fait intéressant, mais bien évidemment, ça ne remplacera jamais une consultation avec un médecin ou avec un psychologue. Si vous vivez des angoisses, des anxiétés ou des pathologies particulières, consultez un médecin et entamez un parcours de santé. La séance d'énergétique et de médiumnité viendra en complément de ce qui est déjà mis en place. Et cette séance ne doit en aucun cas mettre fin au traitement suivi ou changer quoi que ce soit dans votre suivi allopathique. Il existe parfois des mal-être, des questionnements ou des décisions qui semblent prises en collaboration avec d'autres existences. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Notre libre arbitre se situe aussi dans le fait de pouvoir choisir de percevoir l'origine, la source d'une part de ce mal-être pour pouvoir agir dessus. Si parfois ces mémoires sont recueillies dans le cadre d'une séance d'énergétique, avec un ou une médium, ces mémoires peuvent parfois aussi s'exprimer dans les rêves, ou simplement se résoudre d'une façon tout inconsciente. Peu importe la manière dont les choses s'expriment, notre existence est bien plus riche que ce que nous imaginons, et je crois que nous ne cesserons d'être surpris de la richesse de ce que nous vivons et de ce que la vie nous propose. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de le terminer, j'aimerais vous faire un petit appel à contribution. Ce podcast existe maintenant depuis plus d'1 an et demi. Il cumule plus de 100 000 écoutes. Aujourd'hui, je vous enregistre le 50e épisode. Vous l'avez remarqué, j'aime vous proposer des épisodes de qualité. Des épisodes qui vous plongent dans un univers avec un choix de musique judicieux, des thèmes que j'essaie d'aborder avec le plus d'intérêt possible. Aussi, cette qualité dépend à la fois du matériel, du temps passé, de la réflexion, mais aussi de tous les investissements en termes de logiciels, d'hébergement, de mise en image des vignettes, mais aussi d'achat des musiques que vous entendez. Ce podcast me coûte plusieurs centaines d'euros par mois et donc plusieurs milliers d'euros par année. Alors aujourd'hui, je fais appel à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Je vous appelle à contribution. Si vous souhaitez soutenir le podcast ésotérique, s'il vous a apporté quelque chose, et si vous souhaitez peut-être m'encourager à travers ce podcast, eh bien sachez que j'ai créé une page Tipeee qui vous permet de faire un don, soit ponctuel, soit récurrent, et il n'y a pas de petite contribution. Ce podcast, il est important pour moi parce qu'il me permet de communiquer des informations qui me paraissent primordiales à toute personne, peu importe le milieu social, la culture, l'origine, peu importe la motivation de base. Aussi, ces épisodes, je vous les offre, je vous les propose avec tout mon cœur, mais aujourd'hui je fais appel à vous pour soutenir la production de ce podcast et lui permettre de durer dans le temps et pour me permettre de vous partager toujours plus d'épisodes. Alors si le cœur vous en dit, je vous laisse le lien vers la page Tipeee dans la description de cet épisode. Vous pourrez également retrouver le lien Tipeee dans ma bio Instagram sur le compte Nouvelle Vibration. Et je me permets d'ores et déjà de remercier les 2 premiers contributeurs, Victor et Justine. Un merci infini pour votre contribution. Je ne manquerai pas de tous vous remercier ici dans les épisodes de podcast. Un grand merci pour vos écoutes, pour vos contributions, pour votre soutien. Et je vous dis à tout bientôt avec une joie immense dans un prochain épisode.